Dans le désert de Tindibin, tout a basculé en quelques heures, comme si une décennie entière s'était compressée en un seul souffle. La surprise a été totale. Deux réseaux fusionnés, une chaîne de commandement resserrée et une autonomie tactique qui a renversé les attentes les plus prudentes. Mais que signifie vraiment ce basculement pour vous alors qu'Ibrahim Traoré redéfinit les limites de ce qu'un État sahélien peut accomplir seul? Un horizon s'ouvre, bref, mais incandescent. Ce récit promet de dévoiler comment une région longtemps considérée comme fragile a réussi, en quelques mouvements maîtrisés, à imposer un nouveau standard stratégique au Sahel. Au cœur de cette transformation se trouve un bénéfice décisif, une autonomie durable, construite sur des capacités locales renforcées. Si cette dynamique tient, elle pourrait devenir le premier modèle sahélien capable de fonctionner sans dépendre de structures extérieures, en reconfigurant à la fois la sécurité, la gouvernance et la coopération régionale. Les choix effectués dans les heures suivant l'intervention ont montré à quel point une stratégie cohérente peut accélérer une mutation institutionnelle que l'on croyait encore lointaine. Mais un détail continue de surprendre les analystes: la rapidité avec laquelle les pays impliqués ont harmonisé leur système, donnant lieu à une cohésion rarement observée dans des contextes similaires. Cette cohésion, si elle se maintient, pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique régional et ouvrir un précédent pour d'autres zones en quête d'autonomie. Reste alors une question cruciale, discrète mais impossible à ignorer. Cette dynamique peut-elle résister au temps et aux pressions extérieures? La révélation initiale est survenue plus vite que prévu. En moins de 48 heures, une architecture de coordination entièrement locale a remplacé les schémas de dépendance qui dominaient le Sahel depuis des décennies. Ce basculement soudain a surpris même les observateurs les plus aguerris, car il ne résultait pas d'un appui extérieur, mais d'un enchaînement d'initiatives mûrement réfléchies par les pays de l'Alliance. La scène s'est réellement mise en place lorsque l'on a constaté que les premières opérations menées sur le terrain reposaient déjà sur une synchronisation fluide entre les unités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette fluidité n'était pas un hasard, mais l'aboutissement d'un patient travail de reconfiguration technologique entrepris bien avant l'escalade visible des tensions. Les ingénieurs locaux avaient, dans un silence presque total, reprogrammé des équipements jugés obsolètes afin d'en faire des outils tactiques fiables. En redéfinissant le fonctionnement des transmissions, ils ont créé un réseau capable d'absorber des flux d'informations plus denses tout en réduisant drastiquement les délais d'alerte. Ce réseau, conçu en interne, a servi de colonne vertébrale à l'ensemble du dispositif sahélien. C'est ici qu'intervient la logique stratégique d'Ibrahim Traoré: bâtir un système fondé sur la réactivité locale plutôt que sur l'attente de solutions externes. Sa vision a encouragé des méthodes à faible coût mais à fort impact, ancrées dans la connaissance du terrain et l'ingéniosité régionale. Loin des grandes démonstrations de force, ce choix a introduit une dynamique nouvelle: l'idée que la souveraineté peut émerger non pas par accumulation de moyens, mais par optimisation de capacités déjà existantes. En arrière-plan, la géographie particulière du Sahel jouait d'un rôle déterminant. Les vastes espaces désertiques, longtemps exploités par des acteurs adverses, devenaient soudain lisibles grâce à l'usage combiné de drones artisanaux et d'analyse en temps réel. Le terrain cessait d'être un ennemi devenant un allié stratégique. Et sous cette transformation se cachait une promesse plus vaste. Si une région pouvait réinventer ses mécanismes de défense, rien n'interdisait d'imaginer qu'elle puisse aussi remodeler son avenir politique. Au début de l'intervention, un officier de terrain du Niger, habitué à travailler avec des moyens limités, a été l'un des premiers à mesurer l'ampleur du changement. Il décrivait comment, pour la première fois, les alertes lui parvenaient
avant même que les mouvements adverses ne deviennent visibles à l'œil nu. Cette avance de quelques minutes, jusque-là impossible, transformait complètement la manière d'anticiper les risques sur les axes frontaliers. Quelques kilomètres plus loin, une équipe burkinabé décrivait une expérience similaire. Leurs drones artisanaux, autrefois cantonnés à de simples repérages locaux, transmettaient soudain des images stabilisées et géolocalisées avec une précision inattendue. Cette amélioration leur permettait de repositionner les unités légères avant que les tensions ne dégénèrent, réduisant ainsi les confrontations directes. Ces deux cas, modestes en apparence, témoignaient d'un basculement profond. Ils illustraient comment une technologie reconfigurée localement pouvait, en quelques ajustements, réécrire les règles du déploiement tactique. Les soldats ne dépendaient plus de chaînes de commandement lointaines. Ils agissaient en connaissance de cause, appuyés par une information plus rapide et mieux structurée. Cette réactivité nouvelle avait également un effet psychologique. Les unités, longtemps habituées à subir, se découvraient capables d'imposer le rythme. L'adversaire, pris dans un brouillard informationnel, perdait l'initiative qu'il détenait autrefois. Dans les premières semaines, cette dynamique a redonné confiance aux équipes de terrain, qui percevaient désormais la coordination régionale comme un soutien concret et non comme un concept abstrait. Les petits succès cumulés nourrissaient une certitude grandissante. Une structure autonome pouvait fonctionner et surtout produire des résultats tangibles. La question était simple, cette dynamique pouvait-elle durer? Tout a commencé par un déclencheur discret mais décisif, la décision d'intégrer en urgence le nouveau réseau de communication reconfiguré localement dans toutes les unités avancées. Les ingénieurs avaient validé les premiers tests. Les transmissions, jusque-là fragmentées, devenaient étonnamment stables. Les trois armées le savaient. Si ce maillage fonctionnait dans les conditions extrêmes du désert, toute la posture du Sahel pouvait changer. Ibrahim Traoré donna alors l'impulsion finale. Sa directive était claire: tester le système en conditions réelles, sans attendre une validation extérieure. Ce choix audacieux fut l'étincelle. En quelques heures, les premières patrouilles burkinabées repérèrent des flux suspects. Non pas par intuition, mais grâce à une série de signaux remontant en temps réel. Le Niger confirma les mêmes mouvements à l'est. Le Mali, au sud, observa une activité inhabituelle le long des dunes de Tindi Ibin. Trois observations, trois points alignés. Pour la première fois, l'Alliance disposait d'un tableau cohérent avant même que l'ennemi n'engage quoi que ce soit. Les unités légères furent redéployées. Les drones locaux prirent l'air. Les commandants régionaux échangèrent des données compressées via des appareils pourtant considérés comme dépassés un an plus tôt. Tout restait fragile, mais le système tenait. Puis, un détail fit basculer la situation. Un groupe hostile, persuadé d'opérer dans l'ombre, fut détecté avant même de prendre position. L'information circula en moins de 2 minutes. L'Alliance comprit qu'elle avait désormais l'initiative. L'engagement, quand il arriva, fut rapide, presque chirurgical. Les unités burkinabées, guidées par les images stabilisées, bloquèrent l'avancée initiale. Les forces nigériennes contournèrent le flanc nord. Les troupes maliennes, appuyées par des données de chaleur transmises en continu, sécurisèrent les zones logistiques. Les observateurs étrangers s'attendaient à un affrontement long. Il n'en fut rien. La coordination, souvent le talon d'Achille des opérations régionales, fonctionnait cette fois avec une précision inattendue. Les communications n'étaient pas saturées, les alertes n'étaient plus périmées, les repositionnements se faisaient au bon moment, sans hésitation. La bataille atteignit son sommet lorsque les unités centrales, profitant d'une ouverture détectée automatiquement,
avancèrent de plusieurs kilomètres pour neutraliser les axes de repli adverses. C'était un mouvement risqué, autrefois impossible sans supervision extérieure. Mais la fluidité du réseau permit une prise de décision rapide et collective. Le front se déstabilisa. L'adversaire, surpris, tenta de réorganiser sa ligne. Trop tard. L'Alliance maintenait la pression. Ibrahim Traoré, en retrait mais parfaitement informé, suivait la progression avec une certitude nouvelle. La stratégie portée jusqu'ici était en train de produire exactement l'effet recherché. Quand le silence retomba sur Tindibin, la victoire ne ressemblait pas à un triomphe classique. Aucun déploiement massif, aucun renfort étranger. Juste une série de décisions locales, synchronisées, exécutées avec une efficacité rare. Les premières heures post-opération révélèrent l'essentiel. Des pertes minimales, une maîtrise du terrain surprenante et une chaîne de commandement qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait souffert d'aucune rupture. Les soldats évoquaient une impression nouvelle, agir avec clarté, comprendre avant de subir, se coordonner sans surcharge. Les analystes, eux, observaient autre chose, un précédent, un point de bascule, une démonstration qu'un modèle sahélien autonome n'était plus une hypothèse mais une réalité tangible. Et à mesure que les informations se consolidaient, une question brutale émergeait au cœur des capitales étrangères. Si le Sahel peut faire cela aujourd'hui, que pourra-t-il faire demain? Les données recueillies durant et après l'opération de Tindibin ont bouleversé la manière d'évaluer l'efficacité militaire dans un environnement sahélien. Contrairement aux interventions précédentes, marquées par des pertes lourdes et une chaîne de commandement souvent instable, les résultats obtenus ici ont révélé une transformation structurelle rarement observée dans la région. Les analystes, habitués à des marges d'erreur larges, ont été frappés par la cohérence des chiffres remontés depuis les 3 pays membres de l'Alliance. Les tendances ne faisaient apparaître ni distorsion majeure, ni anomalie logistique, signe qu'un système optimisé pouvait réellement fonctionner dans des conditions extrêmes. Le premier indicateur clé concernait les pertes humaines, restées sous la barre des 20 combattants selon les rapports consolidés. Ce chiffre révèle une maîtrise opérationnelle fondée sur une anticipation tactique systématique. Habituellement, dans des opérations similaires menées avec un soutien extérieur lourd, les pertes étaient largement supérieures, avec un ratio moyen près de 6 fois plus élevé. Ici, ce contraste soulignait le rôle déterminant de la réactivité locale, rendue possible par la modernisation artisanale du réseau. Le deuxième indicateur portait sur le temps de réaction aux alertes, passé de 12 minutes en moyenne à 90 secondes. Cette réduction traduit une fluidité technique qui améliore directement la capacité de survie des unités. Cette chute spectaculaire n'était pas le fruit d'un matériel importé, mais d'un assemblage hybride optimisé par les équipes régionales. Le gain de temps modifiait en profondeur le déroulement des opérations. Plus la réaction était rapide, moins l'adversaire avait la possibilité de s'adapter. Le troisième indicateur concernait la centralisation du renseignement, structuré autour de 3 centres interconnectés couvrant l'ensemble du front sahélien. Cette concentration rend possible une analyse globale tout en sécurisant la circulation des données. Auparavant, les informations étaient éparpillées sur une multitude de postes isolés, rendant toute consolidation lente et imparfaite. Le nouveau système, au contraire, permettait une vision intégrée du terrain, ce qui réduisait drastiquement les risques de mauvaise évaluation. En analysant ces 3 chiffres, les experts ont identifié une dynamique encore plus profonde. L'Alliance ne gagnait pas seulement en efficacité militaire, elle construisait une méthodologie mesurable. La standardisation progressive des protocoles permettait de comparer les opérations entre elles, un avantage rarement accessible aux pays sahéliens disposant de moyens réduits.
Cette comparabilité ouvrait la voie à une amélioration continue, fondée sur des retours d'expériences concrets et non sur des modèles importés. De plus, les résultats mettaient en lumière une logique d'adaptation permanente. Les équipes de terrain, désormais habituées à manipuler des outils reconfigurés, affinaient chaque semaine leurs méthodes de collecte et de transmission. Les centres régionaux, eux, développaient une capacité nouvelle à croiser les données, détecter les anomalies et anticiper les ruptures. Le Sahel, souvent perçu comme un espace où la technologie stagne, révélait au contraire un potentiel de réinvention remarquable. Mais au-delà des progrès techniques, ce sont les implications politiques qui attiraient en l'attention. Une structure capable de produire, valider et exploiter des données fiables devenait automatiquement un acteur crédible dans les négociations régionales. La maîtrise de l'information n'était plus une prérogative extérieure, elle redevenait un attribut d'interne. Et cette mutation silencieuse, portée par des chiffres précis, redessinait les équilibres sans bruit mais avec une force indéniable. Les critiques de l'Alliance du Sahel ont longtemps affirmé qu'une structure régionale sans soutien extérieur ne pourrait jamais maintenir un niveau d'efficacité durable. Leur premier argument reposait sur la fragilité économique des trois États impliqués. Selon eux, une économie limitée empêcherait toute modernisation réelle, réduisant les avancées observées à un simple sursaut conjoncturel. Ils soutenaient que les ressources nécessaires à la maintenance des réseaux, des drones et des centres de renseignement dépasseraient rapidement les capacités budgétaires locales. Sans financement international, disaient-ils, aucune continuité technologique ne serait viable. Le deuxième argument portait sur la pression diplomatique. Plusieurs analystes estimaient qu'un modèle autonome, s'il devenait trop performant, risquait d'attirer l'hostilité de puissances extérieures désireuses de préserver leur influence dans la région. Selon cette vision, l'Alliance finirait par être isolée, confrontée à des sanctions directes ou indirectes, ce qui fragiliserait sa cohésion. Ils évoquaient le risque d'une fragmentation interne alimentée par les rivalités politiques ou les divergences stratégiques entre les trois pays. Mais les faits recueillis sur le terrain viennent tempérer ces inquiétudes. D'abord, les innovations techniques mises en œuvre ne reposent pas sur des infrastructures coûteuses, mais sur une optimisation de ressources déjà disponibles. Les drones artisanaux, par exemple, ne requièrent ni circuits importés complexes, ni programmes de recherche dispendieux. Ils fonctionnent sur des composants locaux, assemblés avec une logique de maintenance simplifiée. La charge financière reste donc contenue, bien en deçà des standards internationaux. Ensuite, les centres de renseignement interconnectés ne dépendent pas de technologies propriétaires, mais de systèmes reconfigurés qui peuvent être adaptés ou réparés sans dépendance externe. Ce choix méthodologique réduit considérablement la vulnérabilité diplomatique. Enfin, les rapports des premières semaines montrent un phénomène inattendu. Plus la coopération interne s'approfondit, moins les divergences politiques semblent peser sur les opérations. La cohésion tactique crée une forme de discipline régionale qui résiste aux pressions extérieures. L'alliance ne se contente donc pas de survivre, elle consolide progressivement un modèle capable d'absorber les critiques les plus sévères. Tout bascule ici. Au moment où l'Alliance consolide ses premières victoires, un détail presque inaudible change la portée de toute l'opération. Les images satellites locales confirment que les mouvements ennemis ne suivent déjà plus leur logique habituelle. Les trajectoires, autrefois prévisibles, deviennent hésitantes, comme si l'adversaire cherchait à comprendre ce qui lui échappe. C'est à cet instant précis qu'Ibrahim Traoré perçoit la véritable ampleur du tournant. Le Sahel ne réagit plus aux attaques, il dicte désormais le tempo. Cette inversion semble anodine, mais elle modifie tout. Les unités qui s'attendaient à une riposte classique constatent au contraire
une désorganisation inhabituelle en face. Les premières analyses indiquent que la vitesse du réseau local crée un brouillage stratégique que l'ennemi n'avait jamais anticipé. Les commandants régionaux saisissent immédiatement l'occasion. En exploitant les hésitations adverses, ils renforcent trois zones clés sans déployer davantage de troupes. L'effet est immédiat. Pour la première fois, la supériorité ne vient ni du nombre ni des équipements, mais d'une compréhension du terrain et d'une circulation d'informations que personne ne croyait possible il y a quelques mois. À partir de ce moment, la bataille n'est plus une défense, elle devient une démonstration. Les premiers impacts concrets émergent au niveau national sur le plan national. Les premiers impacts concrets émergent. La sécurité intérieure, longtemps fragilisée par la porosité des frontières, connaît une stabilisation rapide. Les routes commerciales, autrefois coupées par des groupes armés, rouvrent progressivement. Les équipes locales, désormais appuyées par un réseau plus fluide, interviennent plus vite sur les axes sensibles. Un sentiment collectif s'installe. L'État redevient visible sur le terrain. Les populations frontalières, qui vivaient dans l'incertitude, recommencent à se déplacer sans craindre chaque kilomètre parcouru. Et à mesure que les incidents diminuent, l'autorité institutionnelle retrouve une légitimité que beaucoup pensaient perdue. Sur le plan économique national, la dynamique est tout aussi marquante. La dynamique est tout aussi marquante. Les flux transfrontaliers reprennent une ampleur inattendue, dopés par la baisse des perturbations armées. Les marchés ruraux retrouvent un rythme régulier, évoluant grâce à la réduction des blocages et à la circulation plus fluide des biens essentiels. Les commerçants, longtemps pris au piège des routes fermées, recommencent à investir dans des trajets plus longs. Cette reprise, même fragile, initie une relance qui dépasse la seule dimension militaire. Elle redonne de l'oxygène à des secteurs longtemps paralysés. Certains observateurs estiment même que cette dynamique pourrait créer un cercle vertueux si elle se maintient plusieurs mois. Sur le terrain social et humain ND, les transformations sont encore plus visibles. Les écoles rouvertes dans les zones frontalières accueillent de nouveau des élèves qui, quelques mois plus tôt, étudiaient sous la menace permanente des attaques. Les familles se projettent à nouveau dans le long terme. Les jeunes, témoins d'un environnement moins hostile, recommencent à envisager un avenir sur place plutôt qu'un départ forcé. Les coopératives locales, en particulier celles dirigées par des femmes, prennent une importance nouvelle dans la reconstruction communautaire. Elles gèrent la réhabilitation des infrastructures, soutiennent les ménages vulnérables et deviennent, peu à peu, un moteur discret de stabilisation sociale. À l'échelle régionale, l'impact est stratégique. L'impact est stratégique. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali consolident une coopération que l'on pensait trop fragile pour durer. L'efficacité des opérations communes crée une forme de confiance institutionnelle rare dans le Sahel. Les ministères de la Défense harmonisent leurs protocoles, les états-majors partagent leurs données et les frontières deviennent des zones coordonnées plutôt que des lignes isolées. L'effet d'entraînement est réel. Plusieurs pays voisins observent attentivement cette cohésion inattendue. La victoire, soutenue par la méthode d'Ibrahim Traoré, devient un symbole régional. Ces quatre dynamiques cumulées redessinent un paysage que l'on croyait figé. Le Sahel découvre qu'une souveraineté opérationnelle n'est pas un rêve lointain, mais un processus qui produit des effets visibles dès ses premiers mois d'existence. Le premier scénario, celui de la consolidation, repose sur la continuité des acquis actuels. Si les trois États maintiennent leur coordination tactique sans interruption, alors l'Alliance du Sahel pourra stabiliser l'ensemble des zones frontalières sensibles. La circulation des données entre les centres interconnectés restera fluide, permettant aux unités d'anticiper les menaces avant qu'elles ne prennent forme.
Dans ce cadre, les routes commerciales réhabilitées au cours des derniers mois pourraient solidifier un début de croissance interne. Le scénario prévoit également une harmonisation renforcée des doctrines militaires, donnant naissance à une méthode commune durable. Si cette architecture tient face aux tensions locales, alors le Sahel pourrait entrer dans une phase rare de stabilité progressive. Le deuxième scénario, plus ambitieux, esquisse une trajectoire d'expansion régionale. Si les performances tactiques demeurent élevées et que la coopération interne attire des partenaires proches, alors une coalition élargie pourrait émerger autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les pays voisins, confrontés à des problématiques similaires de sécurité, pourraient adopter certains protocoles sahéliens, drones locaux, partage d'informations, formation conjointe. Cette dynamique créerait un espace géopolitique nouveau où la résilience l'emporte sur la dépendance extérieure. Les marchés régionaux, stimulés par la stabilité, pourraient étendre leurs échanges. Si l'intégration avance, alors le Sahel deviendrait un laboratoire continental de souveraineté concertée. Le troisième scénario envisage un ralentissement marqué. Si les tensions internes ressurgissent, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, alors l'alliance pourrait être fragilisée de l'intérieur. Les divergences de priorité entre les gouvernements risqueraient de réduire la cohésion tactique. Dans ce contexte, les pressions extérieures, notamment sous forme de sanctions ou de campagnes d'influence, pourraient amplifier les divisions. La fragmentation progressive affaiblirait les chaînes de commandement et rallongerait les délais d'intervention, remettant en cause les avancées obtenues sur le terrain. Si cette dérive n'est pas contenue, alors une partie des gains pourrait se dissiper, ralentissant l'ensemble du processus de stabilisation régionale. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas totalement. Elles dessinent un éventail où chaque choix, chaque coordination et chaque ajustement technique pourra incliner la balance d'un côté ou de l'autre. Pour ceux qui vivent dans les zones frontalières, les changements ne sont plus de simples données stratégiques. Ils se ressentent chaque matin. Les villages qui, il y a quelques mois encore, se vidaient au coucher du soleil, voient désormais les marchés rester ouverts plus longtemps. Les habitants redécouvrent la possibilité de se déplacer sans organiser chaque trajet comme une opération de survie. Ce retour progressif de la normalité transforme la relation entre les communautés et l'État, qui redevient pour eux un acteur protecteur et non une présence distante. Pour les jeunes, la transition a une portée différente. Ils n'observent pas seulement une amélioration de la sécurité, ils voient réapparaître des opportunités qu'ils pensaient perdues. Dans plusieurs localités, les centres d'apprentissage rouvrent et accueillent des formations axées sur les technologies locales, les transmissions ou la logistique. Cette évolution modeste mais structurelle change leur perception du futur. Là où l'exil semblait être la seule option, la construction devient graduellement une alternative crédible. Le changement ne se limite pas à l'absence de violence. Il offre de nouvelles trajectoires de vie. Pour les familles, en particulier celles qui ont vécu plusieurs années dans l'incertitude, l'impact est intime. Les déplacements de longue distance redeviennent envisageables, les activités agricoles reprennent un rythme régulier et les routines familiales cessent de dépendre d'événements imprévisibles. Cette stabilité retrouvée n'efface pas les difficultés, mais elle redonne au foyer un ancrage qu'il n'osait plus espérer. Ces trois expériences, territoire, jeunesse, famille, montrent qu'une transformation stratégique ne reste pas cantonnée aux états-majors. Elle se déploie dans les gestes minuscules du quotidien, dans la manière de traverser un marché, de planifier une saison agricole ou de rêver un avenir qui ne soit plus dominé par la peur. La première étape consiste à institutionnaliser la coordination régionale. D'ici quelques mois, les trois États doivent établir un cadre commun où chaque ministère de la Défense dispose d'un protocole partagé.
Les décisions critiques doivent être prises via un mécanisme centralisé, capable de déclencher des réponses synchronisées. L'efficacité de cette étape se mesurera par la réduction tangible des délais d'intervention sur les zones sensibles. La deuxième étape vise à industrialiser les, les solutions locales. Si les ateliers des techniques régionaux commencent à produire régulièrement des drones et artisanaux et des modules de communication améliorés, alors la dépendance extérieure diminuera mécaniquement. Les gouvernements doivent financer des unités de production légères, capables de fonctionner même sous contrainte. La progression se mesurera par le nombre d'équipements réparés ou fabriqués localement chaque trimestre. La troisième étape concerne la formation continue par immersion. Les jeunes officiers et spécialistes civils doivent être intégrés dans des cycles de formation alternant terrain et analyse régionale. Cette dynamique permet de créer une expertise endogène et d'éviter la stagnation. La performance sera évaluée par la capacité des équipes formées à conduire des opérations tout en maintenant la cohérence tactique. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans capital humain solide, aucune souveraineté ne dure. La quatrième étape renforce la transparence stratégique. La mise en place d'un portail public regroupant statistiques sécuritaires, indicateurs logistiques et dépenses communes doit créer un lien direct entre États et citoyens. Cette transparence, loin d'être cosmétique, servira de baromètre. Les populations jugeront la cohérence des efforts en observant l'évolution trimestrielle des données. Ces étapes, articulées ensemble, forment un socle capable de soutenir une autonomie durable sans rompre la cohésion régionale. Dans les zones où les premières patrouilles avaient testé les drones artisanaux, ces mêmes outils modestes qui avaient offert aux unités leur premier souffle d'avance, un sentiment nouveau s'est installé. Les soldats qui, jadis, scrutaient l'horizon avec incertitude, observent désormais un paysage où chaque déplacement semble moins fragile. Le motif initial, celui de ces équipes qui recevaient enfin des alertes avant que le danger n'apparaisse, revient comme une preuve de ce qui a changé en profondeur. Les habitants des villages frontaliers, eux aussi, reconnaissent ce tournant. Là où les nuits étaient synonymes de tension, elles deviennent progressivement des espaces de reconstruction. Les voies se libèrent, les projets reprennent et la peur recule lentement mais sûrement. Cette réalité, longtemps inaccessible, trouve son ancrage dans la méthode portée par Ibrahim Traoré, dont la vision a transformé des expérimentations locales en fondations durables. Ce qui se joue ici dépasse une victoire militaire ou un succès ponctuel. C'est une reconquête intime, celle d'un peuple qui réapprend à marcher sans se retourner. Et dans cette reconquête silencieuse se cache une vérité simple. La dignité renaît quand l'action devient collective. Dans l'ensemble du Sahel, un nouvel imaginaire commence à circuler, celui d'une région qui n'attend plus que d'autres écrivent son histoire. Les, les récits issus de Tindibin se transmettent entre villages, marchés et centres urbains, non comme des exploits militaires, mais comme la preuve qu'une coopération locale peut réellement transformer un territoire. Cette vision, encore fragile, repose désormais entre les mains de ceux qui la vivent au quotidien. Si ces avancées doivent s'enraciner, alors chaque communauté, chaque famille, chaque jeune devra continuer à s'approprier cette dynamique. Ce n'est ni un mot d'ordre, ni une obligation, mais une invitation à maintenir vivante l'énergie qui a permis